On va d'ailleurs revenir justement à l'une des périodes les plus fastes pour l'histoire des hydravions. Vous savez que les hydravions sont nés en 1909 de l'idée d'un Français qui s'appelait Henri Fabre, qui a réussi d'ailleurs un an plus tard à faire décoller son hydravion. Donc vous pouvez voir quelques documents de l'époque. Et c'est seulement entre les deux guerres, dans les années 30, que les hydravions ont atteint les plus grandes envergures. Il faut dire qu'à l'époque, tous les constructeurs, les grands constructeurs d'avions, qu'ils soient américains, soviétiques, britanniques, français, étaient engagés dans une espèce de course complètement démesurée d'hydravions transocéaniques et une course aux passagers pour faire des hydravions les plus grands possibles, emmenant le plus grand nombre de passagers possible. La démesure a été atteinte donc à la fin des années 30 et notamment avec 4 hydravions que nous avons choisis ce soir, avec Jean-Noël Robin et Georges de Grotte, les deux spécialistes des documents d'archives. Et vous allez voir, la démesure a été atteinte avec le Dornier DOX, porté 12 moteurs sur cet hydravion capable d'emmener 170 passagers. 12 moteurs donc, comme sur ces hydravions, perchés au-dessus des ailes pour être à l'abri des embruns. Voilà les 4 hydravions de légende, des géants dont l'Albatros aujourd'hui incarne un peu d'ailleurs la pérennité de cette course aux gigants. Sur la Seine en l'année 1907, 2 hommes, Gabriel Voisin et Arch Deacon, à bord d'un canot à moteur, remorquaient un planeur muni de flotteurs jusqu'à le faire décoller. L'hydravion venait de naître. 3 années plus tard, les premiers hydravions à moteur s'en allaient eux aussi voir le ciel. Sur l'avion classique, ce navire des airs avait un avantage indiscutable aux yeux du public. Il offrait l'assurance en cas d'incident technique de pouvoir se poser sur les mers, les lacs et les fleuves. La compagnie Boeing, dont le célèbre 314 Clipper, l'un des plus réussis de l'époque, l'avait bien compris. Elle fut la première à ouvrir les traversées commerciales transatlantiques. Le gigantisme de ces appareils recelait dès lors un avantage économique indiscutable. La compagnie allemande Dornier ne resta pas en retrait longtemps. Le commerce était prometteur, elle construisit également ses hydravions géants. La Luftwaffe, lors de la Première Guerre mondiale, s'était essayée à cette forme d'engin, avec certes moins de succès que ses adversaires de l'US Navy. Les hydravions de la compagnie Martin étaient en effet utilisés pour des missions militaires de détection des sous-marins et des opérations de mouillage de mines. Fort de leur succès, la compagnie Martin fournit également à l'US Navy les PGM Mariners, très utiles de par leur gigantisme au transport militaire et civil. Avec un coût relativement faible ainsi qu'une efficacité éprouvée, ces hydravions éclipsèrent bien vite leurs grands frères, les Mars Mariners, et inspirèrent des publicitaires qui, en leur honneur, organisèrent une cérémonie officielle le 5 novembre 1941. La fête fut éphémère, l'accident tant redouté y mit un terme. Martin continua néanmoins de construire pour l'US Navy jusque dans les années 1960. Mais la construction de pistes d'atterrissage en béton, le renforcement de la sécurité des avions mirent fin naturellement au règne de ces bateaux volants qui s'ancraient dans les ports comme des navires parmi leurs pairs.
plupart d'entre eux construits par l'homme le plus riche du monde, Howard Hughes ne connut que ce triste destin de rester au sol. Avec une hélice d'une dizaine de mètres à elle seule et un poids de 190 tonnes, le Spruce Goose n'a volé qu'une fois sur une distance d'à peine 1500 mètres à une dizaine de mètres seulement au-dessus de l'eau. Sous une coupole, il finit ses jours, prenant l'air parfois, flirtant avec l'eau qu'il ne peut quitter, regardant le ciel qu'il ne peut atteindre.